Ils ont fait la une de l'actualité. Les médias les ont starifiés, voire statifiés. On ne parlait que d'eux, on ne voyait qu'eux. Et puis, du jour au lendemain, ils ont quitté l'éphémère panthéon de la gloire moderne. Les projos de l'info ont éclairé ailleurs et le public les a zappés. Aussi vite qu'ils avaient quitté l'incognito, ils sont retournés à l'anonymat. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Pourquoi et comment avaient-ils acquis leur célébrité? De quelle façon, eux et leurs proches, avaient-ils vécu leur végétarien? Pour quelles raisons ont-ils disparu de l'actu? Que s'est-il passé depuis? Bref, que sont-ils devenus? Dans Tout le monde en a parlé, à travers d'abord des archives de la gloire, puis une enquête sur leur vie aujourd'hui, et enfin une interview vérité, je vais vous raconter leur histoire. Voici Tout le monde en a parlé, l'émission qui rallume la lumière. J'accueille Julie Pietri. Ève en musique, fille en délire, pour un enfant d'Afrique, a perdu le sourire. Ève en velours, chagrin d'amour, chemin du petit jour, n'aime plus rien. Oh, femme future, sur ses trésors, le corps. La vedette, qui ce soir a réussi son retour gagnant. Julie Pietri Après sa victoire dans l'émission Retour gagnant en 2003, a réussi son retour gagnant. Quel plaisir, quelle jolie salle! un passage remarqué au Bataclan en 2007, la sortie en 2009 de son livre témoignage sur les grandes étapes de sa vie. En 2011, Julie Pietri rejoint la tournée Âge tendre et tête de bois. C'est la première saison que je fais avec Âge tendre. C'est un plaisir, un honneur. J'en suis tellement fière. Aujourd'hui, Tout le monde en a parlé est parti dans l'Est de la France pour retrouver Julie Pietri quelques heures avant son concert. Il fait froid chez toi. Mais non, il fait Ah, froid. comment ça va, chérie? Ça va et toi? C'est génial. Voilà, on te... Ah ouais, tu m'as préparé ça, Lucie, d'accord. Ouais. Bonjour, messieurs. 560 personnes ce soir. Donc on est dans un casino à Bussan, un peu plus loin que Nancy. Et voilà, chez un garçon pour lequel j'ai déjà chanté. Dans d'autres casinos, Casino Tranchant notamment, à Yport, 2 fois. Et voilà, c'est toujours un moment de qualité, un moment où on s'amuse bien et où on fait on est accueillis avec bonheur. Avant son entrée en scène ce soir, Julie tient à tout préparer. L'artiste fait ses balances sous les yeux du directeur du casino et de son équipe technique. Bon, ben voilà, la répétition est faite. Hein. Maintenant, mangiare. J'ai faim, j'en peux plus. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour la belle Julie Pietri. C'est l'heure, la salle se remplit jusqu'à la dernière place et c'est parti pour 2 heures de concert et de bonheur pour la chanteuse aux plus de 12 millions de disques. Elle invite même le directeur du casino à monter sur scène avec elle le temps d'une chanson. C'est une tradition pour elle à la fin d'un concert. Julie ne peut partir sans remercier son public. Public formidable, vraiment génial.
Et après, on fera la photo, vous inquiétez pas. Hein. J'ai les photos de Julie Pietri. Voilà. Oui, c'est une bonne chanteuse, elle chante bien, j'apprécie beaucoup. Et j'ai bien participé à son concert, c'était excellent. Aujourd'hui encore, sa voix si particulière attire toutes les générations. Fidèle à son public, Julie est aussi fidèle à son équipe et à Francine, qui l'accompagne partout. Je suis ce qu'on appelle une nounou d'artiste. Je m'occupe d'eux de A à Z, je les conduis, je vérifie que la scène soit bien installée, j'envoie les bandes, je fais les répétitions. Et depuis 3 ans, si tu veux, à faire une 60aine de galas par an, on finit par être complice. Hein. C'est plus maintenant de l'amitié que du travail. Pas le temps de traîner, Julie a un avion à prendre, direction les Antilles, pour se transformer en actrice, le temps du tournage d'Hôtel Caraïbes, une série télé. Je pars très tôt, je dois refaire vite ma valise pour partir à l'île Saint-Martin pour jouer dans cette série. Et donc voilà, quelques heures de sommeil, des bagages, on fait comme on peut, on met tout comme ça, on bourre tout et on reprend l'avion à Roissy pour 9 heures d'avion. Bye bye! Et maintenant, la lumière se rallume sur Julie Pietri. Julie, bienvenue sur le plateau, tout le monde en parlait. Vous êtes née le 1er mai 1957 à Douéra, dans la banlieue d'Alger, sous le nom de Nicole Juliette Pietri. Oui. Père Xavier est dans l'agronomie et votre mère, Denise, est femme au foyer. Alors, enfance assez traumatisante à cause de ce qu'on a appelé les événements d'Algérie, mais qui en fait étaient une guerre. Vous dites les bombes qui font exploser les vitres, les corps qui gisent dans les ruelles, le sang qui coule dans les rigoles. Ça vous a profondément marqué? Partout dans le monde, je crois que les gens qui naissent dans une guerre sont marqués à vie. Ouais. Le tout est de transformer tout ça en bonheur de vivre. Ouais. Alors, autre cause du traumatisme, les rapports complexes que vous entretenez avec votre mère. En fait, elle n'avait pas connu sa mère à elle, qui était morte en accouchant. Et vous dites, chez les Pietri, on ne communiquait pas, on ne se confiait pas, on ne se plaignait pas. C'était très dur. Maman était née dans la campagne d'Algérie. Donc la campagne d'Algérie, comme dans toute bonne campagne, surtout à une certaine époque, c'est quand même très hard. Elle a été élevée à la dure, sans être aimée, puisque son papa l'avait accusée d'avoir fait mourir sa maman. Voilà. À l'époque, les césariennes n'étaient pas soignées. Il n'y avait pas d'antibiotiques, etc. Donc c'était très dur, très lourd. Et voilà, et mon papa travaillait beaucoup et cherchait à nous protéger tout en nous laissant un peu dans cette guerre d'Algérie qui, je pense, n'était pas faite pour les enfants. Alors en 1962, après l'indépendance de l'Algérie, comme des milliers de pieds noirs, vous êtes rapatriés en métropole. Votre famille transite par la Savoie. Ensuite, le Petit-Quevilly, où votre père a trouvé un emploi de commercial agronome. Et là, il retourne pendant 4 ans au Maroc. Donc vous vous retrouvez de nouveau en Afrique du Nord pendant 4 ans. Oui, avec un grand plaisir, parce que c'était l'Algérie sans la guerre. Oui. Donc le Maroc, Casa, c'était Casablanca. Enfin, on avait tout ce folklore qu'on aimait, le mélange des cultures, le mélange des religions. J'ai adoré être là-bas. Malheureusement, mon papa, il a très vite perdu un peu la tête et pensant qu'il y allait avoir le couvre-feu, qu'il allait y avoir des tanks ou des militaires ou qu'il allait y avoir l'effet Lagarde. Enfin bon, il était complètement traumatisé. Et quelques années plus tard, finalement, tout a ressurgi. J'ai donc vu mon papa, ce héros, pleurait sur son volant de voiture, et donc là, c'était fichu. Il fallait rentrer. Au retour, vous vous installez au PEC, dans la banlieue de Saint-Germain-en-Laye. C'est là que vous allez passer votre adolescence, une adolescence assez violente, parce que vous dites, au lycée, on me traitait de sale arabe, de sale juive, de sale pied noir, de sale colonialiste. C'était pas facile pour les pieds noirs. Oui, j'avais tout. C'était un melting pot, comme ça. C'était du n'importe quoi. C'est à l'adolescence que vous décidez de remplacer Nicole par Juliette, qui est votre deuxième prénom, et puis ensuite Juliette par Julie. Toujours à l'adolescence, vous commencez à vous intéresser à la musique. Vous êtes incité par votre frère Jean, qui vous amène à des concerts de jazz. Et à 15 ans, vous formez votre premier groupe, Julie plus Transit. Ça, c'était... Bon, il y avait quelque chose qui m'échappait à l'époque sur ce nom. Mais bon, moi, je pensais aux avions et aux salles de transit. Voilà. Et donc, c'était un nom de groupe qui n'était pas très heureux. Moi, j'ai fait un peu ma rémission avec la musique.
j'oubliais tous les coups que je recevais au lycée, parce que j'ai pris quelques bons coups, mais je les ai rendus. Hein. Ouais. Ça m'a Vous étiez encore bagarreuse, ouais. J'étais très bagarreuse, ça m'a vraiment appris à rendre coup pour coup, et à peut-être à devenir un peu une combattante, dans le bon sens du terme. Et cette énergie, là, vous la mettez dans la musique. Mettre dans la musique. Vous chantez du Véronique Sanson, du Janis Joplin. Janis Joplin, Joe Cooker. J'avais déjà dans l'idée que je deviendrais chanteuse. Je savais pas trop comment. Oui, parce que pour le moment, après le bac, pour faire plaisir à votre père, vous êtes obligé d'obtenir votre diplôme d'orthophoniste avant de continuer la chanson, quoi. Voilà, donc papa m'a dit je te coupe les vivres, ce qui était déjà, c'était pas lourd ce qu'il me donnait par semaine. Et si tu n'as pas de ton diplôme, ben voilà, t'es viré. Vous l'avez passé? Je l'ai passé. Et en même temps, je passais une audition pour rentrer dans un groupe, pour enfants, qui s'appelle la Bande à Basile. Mais oui, absolument. Et vous allez enregistrer un premier tube qui s'appelle Magdalena. Ça commence très fort. J'imaginais pas, on avait été 3 solistes, dont une fille du Big Bazar, etc., à écouter cette maquette. Et les deux sont partis, les 2 autres sont partis en disant non, c'est vraiment de l'art. Et ça ne va pas du tout, c'est très mauvais. Et moi, je demande à réécouter cette maquette. Je dis, mais ça me reste dans la tête. Je ne sais pas si c'est ça que je veux faire dans ma carrière. Je ne sais absolument pas. Mais je trouve que ça m'a l'air très fort. Et j'ai fait ce premier disque en disant, moi, je veux bien faire un premier disque, mais à condition que, si ça commence à marcher, je puisse avoir un album. J'étais déjà un peu rouée, un peu rusée. Et on m'a dit, oui, d'accord, ok. Et puis, moi, je suis partie à Ibiza. Et puis, pendant que j'étais à Ibiza, il paraît qu'on me cherchait partout. Il n'y avait pas la technologie moderne. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien du tout. On m'a cherché partout parce que le disque commençait à fonctionner. Très bien fonctionné, c'est devenu un tube. Vous faites l'Olympia. Premier disque d'or, et je fais l'Olympia grâce à monsieur Sacha Distel, qui me remarque et qui aime bien ma voix et mon physique, et qui m'a pris sous son aile. Et là, ça va bien, parce qu'avant votre gros tube, vous avez déjà vendu 6 millions de disques. Hein. Avant celui qui va marquer les esprits. Les esprits durablement, j'ai vendu 6 millions de disques, et sous mon seul prénom. Chose que je rattraperai un peu plus tard. Je m'appelais Julie tout court. Julie tout court. Ce qui me gênait beaucoup. Et là, c'est le carton de votre carrière. Ève, lève-toi, numéro 1 au top 50, qui est resté classé pendant 6 mois. Ça, c'est vraiment le méga tube. Hein. J'étais chez Claude Carrère, ça ne me convenait pas. J'ai tout largué, et y compris mes royalties, en lui disant « Je veux récupérer mon contrat, je te laisse tout ». Et j'ai tout laissé. Et j'étais à la recherche d'autre chose, y compris rechercher mon nom de famille, retrouver mon nom de famille comme nom d'artiste, et vraiment rechercher mes racines au travers d'un texte qui me ressemble, que je signe avec Jean-Michel Beria, et en cherchant un jeune compositeur. Et ce jeune compositeur, je vais le trouver dans sa cave, à Enghien-les-Bains. Et là, on a travaillé jour et nuit, et on a créé ce morceau « Ève, lève-toi ». Et voilà, et ça a été quelque chose qui, moi, me convenait très bien, parce que ça me permettait de prouver que je m'étais relevée des expériences précédentes artistiquement, et qui me montrait un peu comme la combattante que j'avais toujours été. Et surtout, j'ai repris aussi mon nom de famille, ce qui me plaisait bien. Ouais. Voilà, c'est la célébrité. Quelles ont été les réactions de votre entourage, votre famille, déjà? Oh là, papa était déjà convaincu que j'avais, comme on dit chez les Corses, que j'avais une testadura. Ouais. Voilà, parce que je suis moitié corse, moitié pied noir. Et c'est vrai que papa trouvait que j'avais un chemin, et que je n'en parlais jamais à personne, et que j'avais un chemin personnel. J'ai toujours été un peu comme un... Comment vous dire ? Un peu comme un électron libre. Je n'ai jamais demandé conseil à personne. J'étais un peu solitaire, une artiste assez solitaire, qui n'a jamais fait partie d'une famille en particulier, ni d'un... j'ai jamais cherché à avoir la carte, pas avoir la carte, je m'en foutais. Et vos copains, vos amis? Je sais pas, j'ai très peu goûté le succès de Ève et de tout cet album et de toute cette période, parce que j'avais le sentiment, beaucoup d'artistes vous le diront, d'être un peu pressé comme un citron. C'est-à-dire que je sortais d'un Drucker et on me mettait 3 guronsans dans un Coca-Cola pour que j'aille rejoindre mes musiciens sur scène à 100 bornes de là. Enfin, c'était extraordinaire, et à la fois, j'avais l'impression d'être sur une espèce de nuage que je n'appréhendais pas vraiment. Les médias ont été sympas avec vous? Je n'avais pas à me plaindre. En fait, j'ai jamais donné vraiment beaucoup de choses aux médias parce que, encore une fois, comme je leur donnais peu à manger, il y avait peu à grignoter chez moi. Vous avez gagné de l'argent, non? Beaucoup. Et l'amour, alors? Est-ce que cette célébrité vous a rapporté des conquêtes?
Ah, c'est pas si simple quand on est une fille. Ouais. Quand on est une femme, on tombe sur deux cas de figure. Soit des mecs qui sont assez, je dirais, pervers, narcissiques, qui veulent le pouvoir sur vous et qui n'acceptent pas que vous en ayez un peu. Soit vous tombez sur des lâches qui fuient en courant. Ouais. Je n'ose pas dire, entre guillemets, la queue entre les jambes. Ouais. Mais bon, ça a été plutôt ce parcours-là que j'ai eu dans l'amour. Et voilà, donc c'était pas facile. Quel a été le meilleur moment de cette époque? Que j'ai refait un Olympia à guichet fermé pendant 8 jours. Ouais. Parce que je me suis rendu compte que si c'était overbooké pendant 8 jours, la façon dont je le prenais, peut-être je le retrouverai un jour. Ouais. Le pire moment? Le pire moment, le moment où j'ai fait je dirais entre guillemets une tentative de suicide parce que mon compagnon de l'époque avec lequel j'avais cessé ma relation ne supportait pas que je sois enceinte d'un autre. C'est ça, c'est le producteur avec qui vous avez partagé 10 ans de votre vie. Voilà. Vous le quittez, vous rencontrez un autre homme, vous tombez enceinte, mais lui, il va vous harceler. Hein. Il ne comprend pas pourquoi vous êtes enceinte d'un autre, quoi. C'est ça l'histoire, en fait. L'histoire, c'est qu'il m'a proposé même le mariage, et une sorte de trio. Ouais. On aurait joué à Jules et Jim, Ah oui. hein, mais moi je le voulais pas comme ça parce que j'avais vécu une histoire très 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 belle et à la fois tragique avec cet homme-là qui était un peu pervers et un peu violent et qui me harcelait moralement, mais avant aussi. Ouais. Mais à ce moment-là, ça a été une horreur. Et j'ai fait une tentative de suicide, ce qui était plus une façon de dire halte au harcèlement que de vouloir vraiment mourir, étant donné que je portais la vie. Voilà, j'imagine que quand on est enceinte, on n'a pas envie de se suicider. Donc c'était pour en finir avec les tourments qu'il vous inflige. J'en ai eu marre, j'ai pris quelques médicaments en trop. Ouais. Ce qui s'est passé, donc, tentative de suicide, le père du bébé vous trouve assez tôt pour qu'un lavage d'estomac suffise à vous sauver. Et malgré l'effroyable pronostic de votre producteur qui vous dit le bébé va mourir ou le bébé ne sera pas normal, le bébé est sain et sauf finalement. Voilà, elle va très bien. Évidemment, j'ai fait tout ce qu'il fallait, amniosynthèse, etc. Oui. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'avais confiance en la vie qui me donnait cet enfant, qui serait la seule. Je le savais parce que, au fond, si j'ai renvoyé mon contrat chez Sony, c'est que le monsieur qui m'avait opéré, j'ai fait de la microchirurgie pendant 4h30 pour avoir cet enfant, a suivi ma grossesse et m'a dit je vous signale que si vous continuez à faire des concerts comme ça et à faire de la route, vous allez perdre votre enfant à 5-6 mois. Et il n'en était pas question, je savais que je n'aurais qu'un enfant. L'enfant va bien. L'enfant va bien, elle est née effectivement à 8 mois seulement de grossesse, mais c'est pas grave, avec quelques ennuis aux hanches, etc. Mais j'ai fait face pendant 10 ans. Alors là, vous entrez en analyse, ça va durer 9 ans, et vous comprenez en fait que la guerre a laissé des traces profondes, et que c'est ça qui a exacerbé votre vulnérabilité par rapport à cet homme, entre autres. Oui, je pense qu'il y avait un côté victimisation. Idéal pour un prédateur, une proie facile pour un homme à prédateur. une autorité un peu abusive, quoi, disons. Tout à fait. Je pense que, voilà, c'est pour ça que j'ai souvent, mais pendant longtemps, je vois de temps à autre encore, j'ai changé de psy plusieurs fois, mais ma chère Madame Freud, que j'aime énormément. C'est-à-dire qu'en fait, votre père, quand il est allé au Maroc, la guerre lui est revenue, et vous, c'est au moment de votre psychanalyse où c'est remonté. Au moment de ma grossesse, tout est remonté. À partir du moment où j'ai fait cette tentative, je dirais, de suicide, entre guillemets, c'est pas vraiment ça que j'ai voulu faire, mais enfin bon, et que j'attendais cet enfant, et qu'il y avait tous ces problèmes autour de moi, cet homme un peu prédateur. Je me suis posé des questions graves, vraiment des questions graves sur la petite enfance, sur pourquoi. Et là, j'ai entamé un vrai boulot. Et j'ai aussi je suis rentrée aussi au cours Florent pour voir si je savais pas faire autre chose que de la musique. Voilà, puisque j'avais pu être orthophoniste, j'avais pu être chanteuse. Je voulais savoir si je pouvais parfois aussi être comédienne. Être comédienne, oui. Alors aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque, de Ève, lève-toi, non, pas tout du ça? tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je trouve que je vis bien mieux ce que je vis aujourd'hui, et depuis que j'ai Manon, et puis aussi depuis que je suis revenue à un certain moment. Voilà. Vous avez de la rancune contre quelqu'un, et cet homme en particulier, non? Je trouve que s'enfermer dans des pensées négatives est quelque chose qui m'intéresse tellement pas. Ça m'empêcherait d'aller de l'avant, d'aimer les gens. Vous savez, j'adore les humains, j'adore les découvrir. Et finalement, aujourd'hui, j'ai peut-être plus envie de parler qu'avant mon analyse. Donc vous n'en voulez pas? Pas du tout. Alors,
Si c'était à refaire votre vie, Julie, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? La seule chose dont j'ai un regret, c'est d'avoir manqué, comme dirait Laurent Gérard, d'un René avec moi. Ouais. Parce que je pense que j'aurais pu être une chanteuse plus... Pas la chanteuse dont on dit, elle a fait Magdalena, elle a fait ça, en citant Vous avez quelques fait une titres. plus grande carrière avec Je pense que ouais. j'aurais même pu faire une carrière peut-être plus internationale. Ouais. Peut-être. Ouais. Mais bon, je m'en fous quelque part aussi, parce que l'avenir m'attend. L'avenir m'attend, j'adore. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? Écoutez, on ne m'a rien marqué puisque je vais être incinérée et que simplement j'aimerais que Manon, en cachette, aille du côté de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc, répandre mes cendres dans la Méditerranée. C'est bien. Voilà. Merci Julie, j'étais très heureux de rallumer la lumière. Merci aussi à vous. Merci. Merci beaucoup. J'accueille Mehdi. Viens belle, sois gentille. Viens belle, sois gentille. Tu sais, dans ma maison, il y a plein de choses à manger. Si tu viens chez moi, eh ben, tu mangeras drôlement de choses. Hein. Tu sais, chez moi, il y a un pré et il y a plein de fleurs l'été. Mais l'hiver, il n'y en a pas. Il y a de la neige. Alors tu joueras dans la neige, hein? Allez, on y va? Pourquoi tu t'en vas? Tout le monde en a parlé à retrouver l'acteur et réalisateur Mehdi à la terrasse d'un café parisien et en pleine lecture matinale. Alors moi j'aime bien me tenir au courant en général de tout ce qui se passe dans la veille. Donc je lis à l'envers en fait. Parce que il y a les séries, il y a le théâtre. C'est un réflexe de parisien, le journal pour moi. Voilà. Et sinon, bah, c'est la moto. Hein. Je suis un peu old school moi en matière de moto. Pas trop de plastique, beaucoup de ferraille et beaucoup de chrome. Voilà. On arrive chez mon agent. Alors ce qui est génial, c'est que mon repère, c'est le Crazy. C'est juste à côté. Pas génial ça? Allez, on y va. Alors on va voir Babette Pouget, grand agent. Ah, bonjour! Ça va Babette? Oui, très très bien. Ravi de te voir. Moi aussi, moi aussi. Et donc, avec le bouc. Bah écoute, ouais, ça change, c'est bien et oui, ça donne. Babette est un agent très connu dans le milieu. Elle suit nombre d'acteurs et notamment Mehdi depuis 40 ans. Maman était dans la même agence il y a très longtemps, donc on s'était croisés à cette occasion, grâce à Laurent Baffy. Oui. Vous m'avez accueilli très gentiment. Ben non, mais c'était normal. C'est très important d'avoir un agent avec qui on s'entend bien et qui vous aime un peu. Ah, c'est pas mal, mais non. Un jour, t'entends parler de Fidel Castro, d'un tournage, ça le fait quand même. Hein. Ah, ça c'est extraordinaire. Je crois que la prod t'a envoyé le making-of. Hein. Oui, alors écoute, si tu veux, on va regarder. Attends, regarde. Tiens, attends, voilà. Parce que je l'ai pas vu, moi, encore. Ah, c'est formidable, tu vas voir, c'est formidable. Il s'agit du making-of du remake de Belle et Sébastien, réalisé par le célèbre aventurier Nicolas Vanier, film dans lequel Mehdi fait une apparition. C'est très particulier pour moi, c'est un retour vers le futur. Je retourne 50 ans en arrière et en même temps, c'est très différent. C'est une expérience très touchante, très particulière. Écoutez, l'image est magnifique en tout cas. Hein, c'est beau, hein? Mon chéri, bon, je vais te laisser. Tu me tiens au courant? Oui, c'était bien, là, vraiment, je suis bien contente. Hein. Bon, bah tant mieux alors. Très, très contente. À quand le César? Maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà, exactement. Hein. Tu fais une grosse bise à Jean-Claude de ma part. Je n'y manque pas, j'embrasserai Okay. Jean-Claude. À bientôt. À bientôt, Ciao. au revoir. Bon, quelle heure il est là? Bon, bah écoute, c'est la fin de journée. J'ai peut-être le temps d'aller voir un pote concessionnaire moto. Un truc super. S'il n'est pas fermé, je vais foncer là-bas. Allez. Et dès le lendemain, il retourne au Pays Basque où il réside depuis quelques années. Bravo la vie d'acteur. Salut, à bientôt.
Et maintenant, la lumière se rallume sur Mehdi. Mehdi, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Alors, vous êtes né le 26 mai 1956 à Choisy-le-Roi sous le nom de Mehdi El Mazouari El Glaoui. En fait, votre père, Sim Brahim El Glaoui, était le fils du pacha de Marrakech. Et pendant la période du protectorat français, en fait, le pacha de Marrakech avait une certaine autonomie. Il s'est retrouvé effectivement à avoir la charge de toute une région assez vaste qui comprenait le sud du Maroc, le pays berbère, la montagne, etc. Et donc, comme il était très, à l'époque, pour les Français et ami des Français, le pouvoir local français, Lyautey notamment, s'est beaucoup appuyé sur lui et sur ses troupes pour pacifier, entre guillemets, le sud du Maroc. Voilà. Alors en 1956, au moment de l'indépendance du Maroc, Mohamed V rentre de son exil à Madagascar, et à ce moment-là, c'est votre père qui part en exil en France. Voilà. Ouais. Bon, la famille, globalement, est plus ou moins bannie. Mon père était très engagé auprès de mon grand-père, et donc, effectivement, il a été condamné à l'exil pendant 15 ans. Voilà. Alors, votre mère, c'est Cécile Aubry. Alors, Cécile Aubry, c'est une ravissante comédienne aux yeux vert bronze et à la moue boudeuse, vraiment magnifique. Et Henri-Georges Clouzot avait fait d'elle une star dans un film qui s'appelait Manon. Absolument. Manon obtient le Lion d'Or à la Mostra de Venise en 1949, donc c'est dire la popularité de votre mère à l'époque. Alors, elle signe alors un contrat avec la 20th Century Fox pour un film qui s'appelle La Rose Noire, d'Henry Hathaway, avec Orson Welles et Tyrone Power, c'est quand même pas mal. Et c'est pendant le tournage de La Rose Noire, donc en 1950, dans les dunes de l'Atlas marocain, qu'elle rencontre votre père, donc le fils aîné du pacha de Marrakech. Il vient visiter le plateau, en fait. Il était caïd de Ouarzazate et de Marrakech. Ouais. Et donc, elle était le tournage se plaçait là, donc il avait la responsabilité du tournage, que tout se passe bien, etc. Et ça n'a pas manqué. Je crois qu'il est tombé amoureux de la comédienne principale. Voilà. Alors, elle épouse son prince charmant dans le plus grand secret. Et pendant 6 ans, personne ne va se douter qu'ils sont mariés-femmes, en fait. C'est le pacha, surtout, qui n'était pas au courant et qui a priori, n'était pas tout à fait d'accord pour cette union. Ça s'est éventé assez vite, et je pense que le pacha a fait semblant de ne pas savoir. D'accord. Voilà. Alors, votre mère, à l'époque, s'installe dans la propriété du Moulin Bleu, vers Dourdan, c'est ça? Voilà. Alors, pendant sa grossesse, elle éprouve le besoin de faire quelque chose, elle commence à dessiner, alors au départ pour elle-même, pour le plaisir, quoi, et ensuite, très rapidement, elle se met à faire des livres pour enfants. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, elle a rencontré un éditeur qui s'appelait Émile Paul à l'époque, qui trouvait ses dessins formidables et lui ont proposé de dialoguer tout ça, d'en faire une histoire. Ouais. Et ça a bien marché. Vous naissez en 1956, donc votre mère, dites-vous à l'époque, il a un teint de petit pain sortant du four. C'est joli. Ah, ça, vous me l'apprenez, ça. Mais 3 ans plus tard, vos parents décident de divorcer d'un commun accord. Oui. Je pense que mon père a mal vécu son exil. Et puis, voilà, c'est la vie de couple moderne, malheureusement, ça arrive assez régulièrement. Et là, votre mère lance un défi à des mœurs remontant à des millénaires. Elle veut garder l'enfant. Alors, ce qui est contraire à la loi coranique, en fait, parce que l'enfant appartient au père, il reste avec le père. Et elle décide de s'opposer à ça. Elle ne veut pas que vous soyez arraché au Moulin Bleu pour être élevé à la marocaine. Oui, enfin, très honnêtement, ça s'est passé calmement. Hein. Je veux dire, mon père a fait des études à l'école des Roches, etc. Donc, bref, il était civilisé, entre guillemets. Et il comprenait très bien que maman veuille me garder. Et puis, voilà, c'était d'un commun accord. J'ai pas vu beaucoup mon papa, c'est vrai, mais c'était comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de conflit. Voilà, je veux dire, c'était pas... Elle a dit à son mari, Brahim, tu verras ton fils autant que tu le voudras et autant que lui le voudra, mais je le garde, et donc vous êtes resté avec votre maman. Voilà. Au Moulin Bleu. Et ma grand-mère. Et votre grand-mère, oui, c'est vrai. Alors, entre-temps, votre mère s'est inventée une autre vie. Elle écrit, elle réalise et vous jouez. Alors, elle commence toute seule, avec une petite caméra. C'était presque du cinéma amateur. Les acteurs, c'était les enfants du village, quoi. Hein, c'était les volontaires du village. Voilà. Et puis, ça prend de l'ampleur jusqu'au moment où Gaumont s'y intéresse. Alors, vous avez 4 ans lorsque vous jouez pour la première fois Pascal, dans le premier opus de la série des Polis. Voilà.
Alors Polly, c'est un poney. C'est un poney magnifique avec une crinière blonde sublime. Et donc voilà, pour moi, c'était un souvenir extraordinaire. C'était des vacances, hein, parce qu'à 4 ans, je rencontrais des copains, il y avait un cirque, il y avait des animaux, c'était le rêve. Quoi, et vous aviez un poney en fait qui s'appelait Barbara, qui a inspiré Polly. Mais vous savez tout, c'est incroyable, vous êtes très bien renseigné. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors ensuite vient la série Belle et Sébastien. Alors là, c'est un véritable triomphe. Hein. Vous devenez un enfant star, enfin, à l'époque, on disait un enfant vedette. Hein, vous êtes extrêmement célèbre. Alors, quelles ont été les réactions? D'abord, votre réaction. Comment vous avez vécu ça? Moi, je n'étais pas très conscient de ce qui se passait. Enfin, je veux dire, quand on tourne ce genre de choses à l'âge que j'avais, d'abord, c'était une autre époque. Hein. Les médias n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Oui, puis tout le monde n'avait pas envie de devenir célèbre en faisant la Star Academy. Voilà. Et moi, surtout pas. C'était pas mon but du tout. Non, je ne me rendais pas compte de l'impact que ça aurait après. D'ailleurs, maman non plus, je ne pense pas qu'elle pensait que ça marcherait autant et que ça aurait un tel retentissement. Mais donc, moi, c'est pareil. Je m'amusais beaucoup sur les tournages. Je rencontrais des techniciens. Je m'intéressais à tout. J'étais pas forcément très discipliné, il paraît. Et voilà, non, c'était une éclate totale pour moi. Voilà. Bon, votre mère, j'imagine qu'elle était très heureuse de tout ça. Oui, mais elle était elle aussi un petit peu dépassée par le succès et par ce qui s'est passé par la suite. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'était un peu moins sympa. Et votre père, il a réagi comment? Je crois qu'il était fier. Moi, on n'en a jamais parlé, j'ai pas eu l'occasion malheureusement d'en parler avec lui. Je pense qu'il était fier de ce qui se passait parce qu'il se tenait au courant, il se renseignait. J'ai retrouvé des courriers où justement il se posait la question est-ce que c'est bien pour l'enfant, etc. Donc il était déjà un petit peu inquiet, mais il était en même temps fier de ce qui se passait, je crois. Alors les médias à l'époque, c'était pas comme maintenant. Vous deviez faire des couvertures de magazines, mais enfin c'était moins. Voilà, c'était beaucoup plus calme. Oui. Finalement, vous vivez une enfance simple et chanceuse, vous dites. Hein, Très. C'est-à-dire que vous êtes au Moulin Bleu, vous allez prendre des cours de judo à Dourdan et des cours d'équitation à Saint-Cyr, donc tout va bien. Oui, c'était une vie d'enfant rêvée. Hein. Ouais. Mais alors, il y a qu'un truc dont vous ne gardez pas un très bon souvenir, c'est l'école des frères des écoles chrétiennes. Hein, là, Oui, parce que d'abord j'étais ado, et puis ça me convenait pas. Il y a des gens pour qui ça peut apporter beaucoup. Ça m'a apporté une certaine rigueur, on va dire. Mais c'est tout. Le reste, je ne garde pas un super bon souvenir. Non. Ça gagnait de l'argent à l'époque, Belle et Sébastien? Non, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Enfin, c'était... Non, c'était dérisoire et puis c'était pas le but. Enfin, je veux dire, dans mon cas, de toute façon, c'est de l'argent que je n'aurais touché qu'à ma majorité. Donc, entre 6 ans et 18 ans, vous imaginez bien que ça fait pas grand-chose. Et puis non, c'était pas du tout bien payé. J'avais pas d'agent. Enfin, je veux dire, c'était pas organisé comme aujourd'hui. Et alors, à l'école, vous deviez être la petite star, non? Vous deviez avoir toutes les filles folles de vous, non? Non, j'avais une sorte de complexe. Au contraire, je voulais essayer d'être le plus discret et le plus normal possible, c'est à la mode. Et j'avais réussi, en fait, parce que les gamins, au bout d'un moment, quand vous avez une attitude normale, justement, ils oublient totalement qui vous êtes. Et c'est presque plus avec les profs que j'ai eu des petits problèmes, parce que dès qu'on travaille moins bien, ou qu'on est un petit peu dissipé, on s'est dit, ça y est, lui, il a la grosse tête. Non, c'était pas le cas, c'était simplement, j'étais pas hyper assidu à l'école. Voilà. J'étais pas un très bon élève, pour dire la vérité. Alors, quel était le meilleur moment de cette époque? C'est vrai que les tournages, pour moi, étaient fantastiques parce que je sortais d'un milieu scolaire. Enfin, j'étais à l'école, comme tout le monde. Bon. Et puis l'été, enfin, tous les 2 étés en plus, c'était pas intense, c'était tous les 2 ans. L'été, je tournais. Et je crois que c'est ça les meilleurs moments avec le chien et tout ça. Et puis, vous avez eu la chance de tourner avec Charles Vanel dans Sébastien et la Marie Morgane. Grande rencontre. Ce qui est incroyable, c'est que Charles Vanel, il avait commencé bébé aussi. Voilà. Il faisait bébé donge. Pour moi, il était déjà vieux. Mais oui, c'est fou. Alors qu'il a tourné de l'âge de 3 ans à l'âge de 90 ans. C'est un peu comme vous, finalement. Et si je pouvais avoir sa longévité, je serais très fier. Bah oui. Quel a été le pire moment de toute cette époque, Mehdi? J'étais très protégé par ma maman. Peut-être trop. Mais ce qui fait que je n'ai pas senti du tout ou la pression ou la jalousie, etc. Par la suite, après, quand je me suis un petit peu émancipé, à partir de 15 ans, c'était un peu plus difficile. Mais à cette époque-là, j'étais sur un petit nuage. J'étais très, très protégé, j'étais très bien. Vous étiez notre idole, je vous le dis tout de suite. Oui. Alors ensuite, fait quelques films comme acteur. Et puis vous passez à la réalisation. Oui, j'apprends mon métier, parce que j'ai essayé de tenter l'IDEC, je me suis fait jeter comme un malpropre. Et puis, j'étais assistant réal de plein de gens, dont notamment Yves Robert. Et puis, j'ai fait des courts-métrages. Voilà. Et puis, finalement, votre carrière d'acteur, c'est un peu ralenti, quoi. Vous dites quand ça s'arrête, quoi.
Oui, bon, je l'ai peut-être un peu cherché. Hein. Ouais. J'ai pas l'habitude de mettre ça sur le dos des autres. Je pense que je suis en grande partie responsable. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai cru que ça allait continuer. Ouais. Et en fait, c'est un métier où il faut sans arrêt faire du relationnel, travailler, apprendre son métier, parce que ça s'apprend aussi, le métier de comédien. Or, j'avais pas de bagage. Je tournais à l'instinct. Et puis je me suis dit, bah, ça va continuer comme ça. Puis en fait, non, c'est plus laborieux, plus difficile. Mais j'ai quand même réussi à travailler, soit au théâtre, soit comme acteur, relativement régulièrement, avec des longs trous. Mais je pense que tous les acteurs ont connu ça. On a des périodes de longue inactivité, malheureusement. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes nostalgique de l'époque Belle et Sébastien Pas du tout. Je suis ravi d'avoir vécu ça, surtout à cette époque-là. J'aurais pas aimé le vivre aujourd'hui. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe, Mélie? Ce serait Sébastien s'est fait la belle. Oh, c'est bien. Pas mal, hein? Ah, c'est vachement bien. Merci, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Mélie. Merci. Merci à vous. J'accueille Gilles de Robien. Sur le perron de l'Élysée, Gilles de Robien savoure l'instant. Le coup de fil de Matignon, lui, il l'a reçu à 9h mardi dernier. C'est là qu'il a appris qu'il était le nouveau ministre de l'Équipement et des Transports. Toujours un petit peu d'émotion parce qu'on participe quand même à l'organisation collective de l'exécutif du pays. Son ministère, le maire d'Amiens n'a pas eu le temps de le visiter. Bonjour monsieur Allard. Et c'est au pas de charge qu'il fait le tour du propriétaire. À visiter un petit peu. On est où ici? Alors ça c'est le bureau du ministre, enfin de Jean-Claude Guesseau. Je suis pas obligé de garder le même bureau, mais vous savez, il faut d'abord que ce soit fonctionnel. Donc j'essaye pour l'instant de garder ce bureau-là, il n'y a pas de raison que je change. Et puis on vient d'installer ce matin la photo, ramener ce matin la photo du président de la République. J'y tiens effectivement dans le bureau du ministre, c'est normal et c'est républicain. Tout le monde en a parlé à retrouver Gilles de Robien à Paris. Bonjour. Ah, suivez-moi, je vais vous montrer mon bureau parisien. Voilà, donc maintenant je vais bosser un peu sur la réunion de ce soir, parce qu'il faut que je les intéresse. Élu pour un an, président du conseil d'administration du Bureau international du travail, il alterne sa vie professionnelle entre sa délégation parisienne, le BIT à Genève et ses déplacements. La réunion du jour est à 1 heure d'ici, dans une ville qu'il connaît bien, puisqu'il en a été le maire. Donc maintenant je vais partir à Amiens pour rencontrer quelques personnes et préparer la réunion de ce soir avec des chefs d'entreprise où on va parler d'un sujet qui est passionnant, c'est la responsabilité sociale des entreprises. Donc je m'y prends un petit peu d'avance et ça me permettra de passer aussi à la maison quelques instants de détente. Gilles de Robien en profite donc pour faire un crochet par Coquerel, son village natal dans la Somme. Il vient se ressourcer dans sa maison de campagne. Bah, écoutez Jean, on a 1 heure, alors moi je profite qu'on aille faire un petit peu d'exercice dans la campagne pour se mettre en forme. Si je ne suis pas, allez, en 15 jours, si je ne viens pas ici une journée ou deux pour marcher, je patine. Superbe, hein? On va traverser la Somme, on va aller dans un autre paradis au milieu des étangs, des fameux étangs de la Somme. Et on va aller quand même bosser un peu, maintenant qu'on a repris les vitamines nécessaires à une soirée, j'espère, intéressante. On aura beaucoup de beaux témoignages, je crois. Tiens, monsieur Hubert. Tu vas bien? Ça fait plaisir de Alors, voir ici. Arrivé à Amiens, dont il a été maire à 2 reprises, il ne peut s'empêcher de faire un peu d'histoire de cette ville qui lui est restée chère. Ici, c'était un champ de ruines, sauf ce parvis ouest avec la maison des pèlerins. Tout le reste a été démoli pendant la guerre. Tout. Il n'y avait plus rien, sauf la maison du coin. Ça, pour une surprise, c'est une surprise. Je suis contente de vous voir. À Genève, on s'embrasse 3 fois. Ah, avec plaisir. Alors, elle est pas belle notre cathédrale? On y va parce qu'on est... Allez. Allez, la visite est terminée. Direction la chambre de commerce et d'industrie pour une soirée bien chargée. Moi, je suis impressionné. Il y a 200-250 chefs d'entreprise ici. Je défends des idées sur le plan international et je vois ici des chefs d'entreprise qui vont
parler de responsabilité sociale des entreprises, là on rentre vraiment dans le vif du sujet. Je vais essayer d'être le plus convaincant possible pour garder leur mobilisation intacte et pas les dissuader de quitter cette responsabilité sociale qu'ils éprouvent tous. Par exemple, une fois par an, pendant 3 semaines au mois de juin, il y a 7000 personnes qui sont des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des ministres du Travail qui viennent avec des délégations de travailleurs. Quelques jours plus tard, de retour à Genève, au Bureau international du travail, Gilles de Robien doit régulièrement y présider le conseil d'administration et les réunions qui regroupent les 183 États membres. Merci monsieur. Nous vous félicitons tous pour cette prestation et pour vos fonctions nouvelles. Et nous sommes absolument persuadés que vous allez y faire merveille. Merci. Amiens, Paris, Genève, quelle sera donc la prochaine étape de son engagement politique ? Et maintenant, la lumière se rallume sur Gilles de Robien. Gilles, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Merci. Alors, vous êtes né le 10 avril 1941 à Coquerel, dans la Somme. Vous êtes le vicomte Gilles Gautron de Robien. Famille bretonne, catholique, avec tout, la particule, les armoiries et la devise, sans vanité ni faiblesse. Vous savez tout. Alors, il y avait tout. Il y avait les champs, la forêt, la demeure familiale, le château de Coquerel. C'était la plus grande maison du village. Ouais. Et donc, on l'appelle le château. Voilà, oui, je sais. Alors, vous dites, ce passé me donne un supplément de devoir. Je sais que je ne dois pas faillir. Oui, je le pense. Ouais. Qu'à partir du moment où on vous a donné beaucoup de choses dans la vie, ouais. Vous devez être d'une certaine façon un peu exemplaire. Redevable. Et redevable à la société, oui. Alors, votre père, Jean de Robien, a toujours eu des activités bénévoles à côté de ses propriétés agricoles. C'est une famille catholique, en fait, qui applique ses principes, quoi. Je dirais catholique social. Ouais. Voilà. Très tourné vers les autres. Ouais, vous dites, à la maison, à Coquerel, le clochard était toujours reçu à table. Dans les communs, une chambre leur était réservée. Oui, toujours. Et on appelle ça maintenant, on les appelle les SDF. Ouais. Mais il en passe beaucoup. Il en passait beaucoup à la campagne. Il restait 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et puis ensuite, ils reprenaient leur chemin. Et on les avait à notre table. Ouais. Et puis ensuite, on leur disait, mais vous devriez travailler. En fait, on sait très bien qu'ils ne s'étaient pas fait pour ça. Et malheureusement, dès qu'on leur disait, allez, viens nous donner un coup de main dans les champs, à ce moment-là, en général, ils reprenaient la route. Mais on les aimait bien. Alors, votre mère, Eliane Lemaire de Pas, elle a passé la moitié de sa vie à traîner en bottes, à faire le catéchisme dans le village et à se tuer à sonner les cloches. Oui, à sonner les cloches et puis à aller voir les gens. Ouais. Aller voir les gens, leur demander si ça va bien, leur rendre un service, les aider pour leurs enfants, enfin vraiment tout ce qui était possible et imaginable dans un village où naturellement on se repose sur les personnes existantes, on voyageait moins vite, ouais. on allait moins loin, on n'avait pas toujours l'hôpital, on n'avait pas des ressources, et donc il y a plusieurs personnes dans le village qui se dévouaient, dont ma mère. Et mon père était maire du village. Alors, votre mère a 10 enfants à élever, donc il y avait des chamailleries, elle vous disait « mets-toi à la place de l'autre ». Ah oui, toujours. Et dès qu'il y avait une incompréhension, il fallait toujours qu'on essaye de se mettre dans la peau de l'autre pour essayer de comprendre les raisons pour lesquelles on n'était pas d'accord. Ouais, c'est très bien. Oui, c'est quelque chose qui m'a un peu aidé à guider. Alors, votre mère vous rêvait religieux. Elle vous disait « tu es sûr que tu n'as pas la vocation ? Ça serait beau quand même si tu avais la vocation. Ça serait si bien. » Ah oui, j'ai testé d'ailleurs. J'ai testé la vocation ou les retraites dans des abbayes bénédictines. Mais en réalité, non, il ne faut pas se tromper. Sinon, c'est une vie qui peut être gâchée. On n'est pas bien dans sa peau. Et on est un mauvais religieux. Donc non, ça, j'ai tout de suite compris que j'avais autre chose à faire que d'être ermite. Alors, même si votre père a été militaire en 14-18... Il était militaire, si vous permettez, à 17 ans. Quand on voit un jeune de 17 ans aujourd'hui, on va dire un adolescent ou un post-adolescent, à 17 ans, il était engagé volontaire, comme beaucoup de Français. Et il s'est battu sur les fronts de Verdun, où il a gagné la croix de guerre et la valeur militaire. Mais à 17 ans, servir un canon avec 3 ou 4 collègues, c'était quand même quelque chose d'effrayant. Vraiment effrayant. Il est revenu vivant et c'est un grand bonheur, une première grande chance qu'on a eue dans la vie.
Alors même si votre père était militaire, même si le maréchal Leclerc était un cousin de la famille, vous n'avez pas plus la vocation militaire que religieuse. Non, c'était pas tout à fait compatible avec mon goût pour les libertés. Alors à l'école, vous n'êtes pas un très bon élève, hein, Non. Gilles. Ça ne vous empêchera pas de devenir ministre de l'Éducation nationale. Oui, mais c'est d'ailleurs les 2 seules années que j'ai fait à l'Éducation nationale. Oui. Vous avez été ministre de l'Éducation publique, évidemment, alors que vous n'avez jamais mis les pieds dans une école publique. Si. Sauf pour l'année du bac. Ah bah oui. À Auch, à Versailles, mais... Et là, j'ai eu une très bonne note en philo, ce qui a rattrapé les mauvaises notes en maths, en trigo, en langue et en... Ouais. Alors à l'époque, vous rêvez de devenir avocat pénaliste des causes difficiles, un peu Zorro, contre les injustices. Vous savez, les jeunes, les enfants sont en général très très sensibles à l'injustice, avec un grand I, à l'injustice. Et donc, ils veulent combattre ça. Moi, ça m'est resté au-delà de l'enfance. Et à 20 ans, 25 ans, je me voyais bien avocat on va dire avocat des causes désespérées. Voilà. Mais la tradition familiale vous amène à la politique. Vous avez un ancêtre qui a présidé le Parlement de Bretagne. Votre père était maire du village de Coquerel. Et donc, vous venez à la politique au début des années 60, à la mort de votre père. Oui, j'étais passionné par la politique. Je ne suis pas rentré en politique tout de suite. J'ai d'abord fondé un foyer. J'ai d'abord ensuite été un vrai professionnel de l'assurance et de la banque et des financements. Et donc, j'étais passionné par la politique. À 20 ans, 21 ans, 22 ans, je demandais des tickets d'entrée, des billets d'entrée à l'Assemblée nationale pour suivre les grands débats. Alors, votre père, lui, il était militant de la Ligue nationaliste des Croix de Feu, comme beaucoup d'anciens combattants de 14-18, du colonel de la Roque. Vous vous passionnez pour l'Algérie française. Oui, je me passionne pour la décolonisation et notamment pour cette cause désespérée qui est bien sûr la colonisation, mais en même temps, je suis très très ému par la façon dont ça se passe. Oui. Vous dites, je n'ai jamais compris comment De Gaulle avait pu lâcher les Français là-bas, abandonner comme on abandonne des bêtes dans une arène. Oui, tout le monde a présent à l'esprit ces images atroces des harkis ou des familles de harkis qui essaient de s'accrocher au camion de l'armée française qui s'en vont. Et l'armée française, hélas, ou certains soldats qui tapent à coups de crosse sur les doigts pour que les gens lâchent. Quelques mois après avoir dit l'Algérie doit être française. Et donc c'est ce réalisme politique, diront certains, mais en même temps cette grande injustice qui me fait très très mal à une époque où on est encore un peu fragile. C'est-à-dire quand on a 20 ans, on est encore plein d'illusions et la réelle politique, c'est pas tout à fait les causes qu'on épouse. Alors vous dites, quand j'avais un moment, j'allais au palais de justice suivre le procès de Salan. C'est vrai. J'essayais de comprendre ce que ressentaient ces personnes, Salan, Jouot, qui avaient été bien au-delà de leurs devoirs et qui avaient transgressé les codes militaires pour essayer de comprendre leur position et en même temps d'écouter un remarquable avocat qui s'appelait Tixier-Vignancourt. Mais mon engagement s'arrêtait là. Vous n'avez jamais fait partie du GUD, d'Occident, etc. Non, jamais. D'abord, j'étais trop jeune. Et puis ensuite, c'était un pas que je n'aurais pas franchi parce que, pour moi, l'ordre républicain ne doit pas subir d'exception. Et tout en essayant de comprendre celles et ceux qui avaient franchi le pas. Et il n'y a pas que des militaires, d'ailleurs. Ce que De Gaulle appelait un carteron de généraux factieux, pour vous, n'étaient pas des félons, en fait. Ils ne faisaient que... C'est la question que je me posais en permanence. Voilà. Et qui motivait mon approche et mes recherches et mes lectures et quelque part aussi mon indignation et ma révolte, notamment lorsqu'il y a eu des procès avec des condamnations, voire des peines de mort. Alors vous entrez vraiment en politique avec la campagne de Giscard en 1974, et 7 ans plus tard, vous vivrez très mal l'élection de François Mitterrand. Vous vous retrouvez barricadé dans la permanence de Valéry Giscard d'Estaing avec vos 4 enfants. Ce qui m'a fait vraiment mal, c'est de voir l'état de la démocratie dans d'autres pays, quand il y avait des hordes, enfin des 500, 800, 1000 personnes à la porte de notre permanence, qui essayaient de grimper aux gouttières, de taper dans les fenêtres, d'envoyer des cailloux et des pavés avec des chiffons enflammés, imbibés d'essence, pour essayer de ficher le feu dans cette maison, qui est une maison amiénoise, à côté de la cathédrale. Et dans cette maison, il y avait mes 4 enfants, mon épouse, mais il y avait, je sais pas, 100 ou 150 ou 200 militants, dont certains ont pris des risques énormes parce qu'ils se sont enfuis par les toits. Et nous, on était derrière la porte pour empêcher cette horde d'exciter et d'aviner, si ça peut excuser quelque chose, pour les empêcher de pénétrer, parce que là, ça aurait été peut-être un désastre. Et ça aurait pu se terminer par un drame.
Ensuite, vous serez député de la Somme, maire d'Amiens, ministre de l'Équipement et des Transports dans le gouvernement Raffarin, ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement Villepin, et vous laisserez votre nom dans l'histoire grâce à la fameuse loi Robien, donc qui est une incitation fiscale à investir dans l'immobilier. Sur l'immobilier, oui, on a voulu vraiment relancer le logement et les objectifs, c'était de faire 450 000 logements par an. On a réussi à faire 435 000 logements par an. Et donc, d'un seul coup, le décollage de l'investissement locatif s'est réalisé. Les premiers ministres successifs, Jean-Pierre Raffarin et Dominique de Villepin, ont mis de l'argent sur les logements sociaux. Et on a franchi la fameuse barre des 400 000, alors que quand je suis arrivé au gouvernement, on était à 290, 295 000. Donc on était enfin sur le bon niveau pour qu'en une dizaine d'années, si vous voulez, le mal du logement n'existe plus en France. Est-ce que c'est pas le must pour un homme politique de laisser son nom à une loi, finalement? On est très content, mais en attendant, il faut relativiser, parce que ce sont les parlementaires qui la votent. Et en général, les lois qui sont votées mettent beaucoup de temps à avoir leur décret d'application, leur circulaire d'application, et on en voit les résultats quelquefois 2 ans ou 3 ans après. Tandis que là, tout de suite, ça a fait vraiment un ballon d'oxygène pour l'immobilier. Puis il y a une deuxième loi, c'était une loi sur l'aménagement du temps de travail. Elle date de 1996, elle a duré qu'1 an parce qu'il y a eu une alternance à ce moment-là et Martine Aubry a fait la réduction du temps de travail pour tout le monde. Cette loi avait très bien marché car elle a créé 50 à 60 000 emplois supplémentaires d'après les services du ministère du Travail et elle a sauvé entre 30 et 40 000 emplois, ce qui fait qu'il y a eu 100 000 chômeurs de moins en 1 an grâce à la loi sur l'aménagement et réduction du temps de travail, compensée bien sûr par des baisses de charges sociales. Alors, quand vous êtes venu comme ça, ministre, un politique assez médiatique, ça vous a plu, cette célébrité? La célébrité? Je crois pas, non, parce que c'est vraiment quelque chose de très temporaire. C'est les gens me croisent encore dans la rue. De temps en temps, je vois que des gens me reconnaissent. Mais ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas si je suis présentateur du 20h, si je suis homme politique ou si j'ai fait une carrière dans, je ne sais pas quoi, le cinéma. Ils ne savent pas. Vous êtes qui, vous? Je suis Gilles de Robien. Ah oui. Donc ça relativise tout. Et au fur et à mesure que le temps passe, franchement, il ne reste pas grand-chose de cette, entre guillemets, célébrité. Quel a été le meilleur moment de cette époque? Mon plus gros bonheur, ça a été un jour en visitant une usine, tout au début de la mise en activité de la loi sur l'aménagement et réduction du temps de travail. Il y a une dame dans une usine, mais qui s'est précipitée dans mes bras. « Ah, monsieur le ministre, je suis content de vous voir. » Et je n'étais pas ministre à l'époque. J'étais simple député qui avait proposé une loi et qui avait été votée. Et cette personne s'est mise à pleurer dans mes bras en disant « Je suis un emploi Robien. Je suis un emploi Robien. Grâce à vous, j'ai un boulot. » Quel était le pire moment de toute cette époque? C'est la fatigue, c'est la difficulté de ne pas voir suffisamment ses enfants qui sont en âge d'adolescence, etc. Le moment compliqué, fatigant, harassant, oui, mais on n'a pas le droit de se plaindre. Vous êtes nostalgique de cette époque? Pas du tout. Moi, quand je vois, par exemple, les ministres d'aujourd'hui ou ceux de l'année dernière, prendre à bras le corps leur job, c'est pas le métier, leur fonction, je suis heureux, je m'y retrouve un peu, mais je me dis, je ne me mettrai pas à leur place. Voilà. Donc il y a une coupure qui s'est faite en 2007-2008, qui m'a manqué un petit peu, surtout... Quand vous avez quitté la mairie. Voilà, ça m'a beaucoup affectivement touché, parce qu'il y a un lien affectif très très fort qui se passe entre une population et un maire. Et puis bon, la loi démocratique est ainsi faite, on s'y attend, on s'y prépare, néanmoins c'est quand même une blessure. Si c'était à refaire, Gilles, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil dans votre vie? Il y a un vote que je regrette, et aujourd'hui, comme hier, c'est d'avoir voté le quinquennat. J'aurais dû défendre le septennat non renouvelable. Parce que je crois, quel que soit le président de la République, un quinquennat, le premier quinquennat, est occupé en trop grande partie à préparer l'élection pour un éventuel second. Et je crois que dans notre action politique, ça a quelque chose de frustrant, de gênant, et on ne peut pas se livrer. Un président de la République ou un gouvernement ne se livre pas de la même façon que s'il savait que l'échéance, à terme, était non renouvelable. Donc j'ai fait l'erreur de voter pour le quinquennat. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe?
Ma tombe existe déjà, hein, rassurez-vous. Il y a un caveau de famille. C'est préparé. Je ne suis pas du tout pressé d'y aller. Oui. Mais en dessous du nom, je voudrais 2 dates. La date de naissance, 1941, et puis 2041. Comme ça, je serai centenaire. Merci, j'étais très Merci heureux de à vous. rallumer la lumière. Moi également. Merci beaucoup. Merci. J'accueille Omar Harfouch. À la fin des années 90, le nom d'Omar Harfouch est associé à la plus prestigieuse agence de mannequins, l'agence Elite. J'avais une réputation en Ukraine, ils voulaient ouvrir le pays parce que c'est là où il y a les plus belles filles du monde. Et puis ils ont vérifié, ils ont découvert que les frères Harfouch sont les meilleurs. Et puis moi je faisais un show à la télévision, diffusé en direct, et les filles étaient toutes contentes. Et ma motivation était simple, c'est que moi j'avais 20% sur les contrats. De cette ficelle à 1 million, j'ai 200 000. Donc vous imaginez. Mais Omar dit avoir fait un plus gros coup encore. En l'an 2000, il devient, dit-il, un des patrons d'Élite. Jean Casablanca vient des États-Unis me voir et me dit « Tu veux acheter mes parts ?» Je lui dis « Oui ». Je lui dis « À combien ?» Il me dit « À 1 million, je vends ». Je lui dis « Mais t'es fou, John, quand même, ça vaut beaucoup plus. » Il me dit « Mais personne ne veut aujourd'hui, même 500 000, je te le vends. » Je lui dis « Moi, je te donne autant de millions. » Je ne peux pas le dire parce qu'il est citoyen américain et j'ai signé un contrat là où je ne peux pas dire combien je lui ai donné. Il m'a dit « Mais tu es sérieux ?» Vous lui avez donné plus donc que le $1 million qu'il réclamait? Beaucoup plus. Hein. Tout le monde en a parlé à traverser l'océan Atlantique, direction l'île très prisée de Saint-Barth, pour retrouver l'homme d'affaires franco-libanais Omar Harfouch en pleine promenade matinale romantique. C'est ma plage fétiche. Ici, c'est vraiment la liberté totale. C'est sauvage, il n'y a pas de restaurant, comment on dit, des trucs qui rappellent un peu le capitalisme ou la société. Propriétaire d'un groupe de communication en Ukraine, le milliardaire passe la plupart de son temps libre ici. J'ai l'habitude de faire l'aller-retour et sans Saint-Barth, je ne peux pas. Ça fait maintenant 12 ans que je viens ici. Je ne sais pas comment je faisais avant. Mais Omar Harfouch n'est pas du genre à lézarder. Jusqu'à 4 heures par jour, ce passionné de sport pratique la planche à voile sur une eau turquoise. Mais la séance, cette fois, doit être écourtée. C'est une journée très spéciale pour Omar. Pas de temps à perdre, il prépare plusieurs surprises à sa petite amie. La première d'entre elles est rouge, un beau cabriolet loué pour la journée. Bonjour. Bienvenue. Merci, merci. Ça va, chérie? La deuxième surprise, en fait la vraie, c'est une demande faite à Yulia. Rien? Quoi? J'ai juste un petit cadeau à t'offrir. Pour Tiens, moi? c'est pour toi. J'espère que c'est ta taille. C'est mon taille. Staring at the sink of blood and crushed veneer. Et c'est donc fraîchement fiancé, sur un nuage, que les amoureux poursuivent la journée. En fait, les livres racontent des vraies histoires souvent aussi. C'est que ça existe vraiment. En tout cas, Yulia est vraiment ma princesse. Ultime surprise, Omar emmène Yulia dans une sublime maison au cœur de la forêt tropicale. C'est une des plus vieilles maisons d'ici, n'est-ce pas? Oui, c'est un manoir ancien qui s'est démonté du 17e et emporté un bateau ici. Partout où il va, Omar aime louer les plus belles demeures. La visite commence. Séjour, c'est la télé, le famille là-haut. Et le piano, il est d'époque? La piscine est très grande aussi pour une piscine privée. Et dernière étape de la visite, la chambre des futurs mariés. Oh, waouh!
Ah ouais, ça c'est une chambre, ça. C'est très très beau. C'est la fin de la journée, mais Omar réserve encore une surprise à sa fiancée mannequin. Il l'emmène tout d'abord à une séance maquillage. Cette surprise, c'est un shooting photo. Omar est fasciné par la beauté des femmes. En 2010, il a d'ailleurs créé un site pour faire découvrir des visages, comme celui de Yulia. Il organise également des concours de beauté et des défilés. À la quarantaine, Omar Harfouch est un homme comblé. Quel sera donc son prochain projet ? Et maintenant, la lumière se rallume sur Omar Harfouch. Omar, bienvenue sur le plateau, tu m'en as parlé. Merci. Vous êtes né le 20 avril 1969 à Tripoli, au Liban, père professeur de littérature dans un collège catholique, il était pourtant sunnite, écrivain et engagé politiquement. Il avait été enlevé par les Syriens au moment de l'invasion du Nord-Liban. Oui, exactement. Mère directrice d'école publique. Alors, enfance passée presque exclusivement sous les bombes, pendant la guerre civile au Liban, vous dites on allait à l'école la peur au ventre. Oui, parce qu'on risquait de tomber sur des snipers, et d'ailleurs on a été souvent la cible des snipers, et on risquait de ne pas revenir à la maison vivant. Donc c'était tout le temps la mort nous guettait partout. Votre seul refuge, c'est votre piano. Oui. Et l'arrivée de votre piano sous une pluie battante restera le souvenir le plus marquant de votre enfance, finalement. Effectivement, parce que le piano était destiné à ma sœur aînée. Et le jour de l'arrivée de ce piano, déjà, tout le quartier le regardait bizarrement, parce que pendant la guerre, qui va penser à acheter un piano ? Le piano arrive, je le regardais, c'était le coup de foudre pour moi. Ouais. Et c'était pour ma sœur, donc il fallait pas toucher à ce piano. Et puis un jour, j'ai pris l'initiative de le toucher, et j'ai aimé ça. Alors, vous faites vos études chez les Carmélites, ensuite chez les frères Saint-Jean-Baptiste de La Salle. Vous êtes un élève pas terrible, il faut dire les choses, mais un pianiste prodige. Et à l'époque, votre rêve, c'est de devenir pianiste concertiste. Je passais mes journées à lire la biographie de pianistes, de compositeurs, et j'aimais surtout les compositeurs soviétiques, russes. Et vraiment, c'était mon rêve. Et je m'entraînais en secret au départ, parce qu'à la maison, le matin, il n'y avait personne, mes parents étant enseignants. Je faisais l'école buissonnaire pour revenir à la maison, jouer, jusqu'au jour où les voisins ont dit à mes parents comme quoi votre fils, il joue bien. Et là, c'était... je pensais au scandale. Et puis finalement, mes parents m'ont demandé de jouer. Et ils ont aimé ce que je jouais. Et un jour, vous êtes remarqué dans un concours organisé par l'ambassade du RSS à Beyrouth. Et vous gagnez le droit d'aller étudier la musique en Ukraine. Effectivement. Je pensais toujours que les concours, c'est truqué, que ça ne peut pas m'arriver. J'ai participé comme ça, d'ailleurs en cachette à mes parents. Et un jour, une délégation de diplomates soviétiques vient frapper à la porte en demandant est-ce qu'on peut rencontrer Omar Harfouch. Et il a participé à un concours, il a gagné. C'était un concours pour tout le Moyen-Orient. Et le prix était un visa et un billet pour l'Union soviétique. C'était l'Union soviétique à l'époque. Et le départ était dans 3 jours. C'est-à-dire, il me donne le visa et le billet d'avion et je devais déjà partir. Mes parents, ils étaient scandalisés. L'Union soviétique, c'était un pays pauvre. Pourquoi Moscou, alors que j'avais déjà une bourse pour aller à Aix-en-Provence, en France, pour faire des études de musicologie. Et moi, j'ai dit non, c'est l'Union soviétique, je vais aller là-bas, c'est mon rêve. Et voilà, et je suis parti. Et voilà, vous quittez le Liban à l'âge de 15 ans, donc. Mais alors, vous allez vite laisser tomber la musique pour les affaires. Vous dites, j'ai très peu exercé mon métier de pianiste, car j'ai vite découvert que j'étais un mauvais interprète. Alors, c'est quoi? Vous étiez un prodige ou un mauvais interprète? Alors, j'étais un prodige pour le Moyen-Orient, mais quand je suis arrivé au conservatoire de Moscou, Tchaïkovski, qui est le plus grand et le plus important du monde, j'ai découvert que j'avais pas la technique. Il faut savoir que j'étais en classe avec Evgeny Kissin. Kissin, aujourd'hui, est le plus grand pianiste au monde. Donc, bien sûr que j'avais pas la technique. J'ai pas commencé à l'âge de 3 ans de faire du piano, mais j'ai quand même essayé. J'ai fait des études pendant 5 ans. Et puis, un jour, j'ai découvert que je ne serais pas un grand pianiste, donc autant penser à faire autre chose. À faire autre chose, alors vous faites des affaires, parce qu'en 1994, vous avez rencontré Leonid Koutchma, le président d'usine d'armement en Ukraine, avec qui vous étiez lié, et ce Koutchma devient président de la République en Ukraine, donc
coup de bol. Quand j'ai rencontré Kouchma, il était juste directeur d'une usine secrète, parce que c'est là-bas où on fabriquait les missiles nucléaires, mais également la station Mir. Et donc, j'étais le premier étranger qu'il rencontrait. Je me souviens qu'une fois, je lui ai tenu à la main $1 américain. Et il n'avait pas le droit de le toucher. Et moi, je l'ai tourné comme ça pour qu'il voit ce que c'est $1 américain. Et puis après, l'Union soviétique s'éclate, l'Ukraine devient par hasard indépendant, sans révolution, sans rien. Et puis, ils organisent des élections. Et lui, en tant que directeur de la plus grande usine industrielle, il devient candidat. Et moi, je l'aide pendant ces élections. Il gagne. Et voilà. Vous êtes aussi lié avec le futur Premier ministre. Enfin, vous connaissez du monde en Ukraine, bizarrement. Et là, vous créez votre première radio FM, Supernova, et un magazine donc, qui s'appelle Paparazzi. En 1998, vous rachetez pour l'Ukraine et une demi-douzaine d'autres pays la licence du concours Elite Model Look. Mais là, ça va très mal se terminer. Hein. Au départ, ça se passait bien. J'ai organisé le concours en Ukraine. On découvre que les blondes n'étaient pas suédoises, mais ukrainiennes ou russes. Et là, je tombe sur des perles, c'est des jeunes filles de 16 ans qui, d'un jour à l'autre, font la publicité des plus grandes marques du monde avec des contrats de $600 000, $1 million, etc. Pour moi, c'était parfait. On faisait des concours avec des sponsors, on arrivait à 5 millions parfois le concours juste avec le sponsoring. Pour moi, c'était du business. Je voulais faire ça proprement. Et puis, je découvre en fait que ce qui se passait à l'agence à Paris, à Milan et à New York, c'était loin de ce que j'imaginais. Et donc là, je découvre quand même le côté glauque de modeling. Encore à l'époque, il n'y avait pas Internet, la transparence, etc. Après, ils m'ont pris pour l'international, c'est-à-dire gérer 62 pays. Et là, j'ai dit, écoutez les gars, on a des sponsors jusqu'à 11 millions. Il faut qu'on fasse ça transparent, parce que s'il y aura un scandale sexuel ou autre, on va tout perdre. Et eux, ils m'ont dit, ben nous, non, le sexe, c'est la priorité, on fait ça pour le sexe, et tout le reste, on s'en fout. Alors du coup, j'ai essayé de leur convaincre, bon, le sexe, vous arrivez toujours à coucher avec ces mannequins. Pendant le concours, laissez-les tranquilles. Ça n'a pas marché, ils ont continué à faire leur système. Alors je demande à mes avocats d'envoyer des lettres recommandées, et là, c'était... la presse s'est intéressée, et c'était le clash médiatique, et c'est devenu connu dans le monde entier. Entre votre radio, votre journal, Elite Model Look, vous gagnez beaucoup d'argent à l'époque. Je gagnais beaucoup d'argent parce que je faisais des bonnes choses. Il faut savoir que ayant un pied en France, je connaissais la télévision du futur en Ukraine. C'est-à-dire, je voyais ce qui se passait en France. Quand, par exemple, le magazine que j'ai fait en Ukraine, c'était presque une copie d'un magazine qui existait en France. Et quand j'ai ouvert la radio FM, la FM n'existait pas en Ukraine non plus, c'était que pour l'armée. Et donc, j'étais toujours en avance, j'avais 10 ans d'avance. Et donc, bien sûr que les sponsors et les annonceurs venaient en priorité vers moi. Et puis moi, je voulais que faire des affaires propres, gagner pas beaucoup d'argent, un peu d'argent, mais gagner quand même, et faire, je rêvais quand même de faire une carrière internationale dans les affaires comme tout le monde. Et voilà. Alors en 2006, vous revenez donc sur le devant de la scène dans une émission de télé-réalité qui s'appelle « Je suis une célébrité, sortez-moi de là ». Alors là, évidemment, le grand public vous connaît, c'est la gloire. Comment a réagi votre entourage à ce moment-là? Alors mes parents ne regardaient pas la télé-réalité. Mon père, il est tout le temps dans ses livres. Il ne savait pas ce que c'était, au juste. Tout ce qu'il savait, c'est que je suis parti au Brésil comme une célébrité française, disons. Ils étaient flattés, disons. Les médias vous ont mal considéré, finalement? J'ai été toujours mal considéré. Parce que je suis né au Liban, c'est déjà un grand défaut. Et deuxième chose, j'ai fait fortune en Ukraine. Donc pour les gens, ou les Français en général, c'est déjà une double faute. Être libanais, c'est déjà être mal né, c'est déjà un escroc, déjà rien que par ma naissance. Et faire fortune en Ukraine, c'est tout de suite la mafia, la prostitution, la drogue et tout ça. Et donc, tout de suite, j'ai été très mal vu. Et en général, en France, on n'aime pas les gens qui réussissent, encore moins ceux qui viennent de l'étranger. Vous avez gagné beaucoup d'argent? J'ai gagné pas mal d'argent, on peut dire. Vous pourriez vous arrêter quand même? Je peux, oui. Je travaille très peu, Thierry, en réalité. Je travaille de temps en temps, quelques heures par jour, et la plupart du temps, je suis au soleil, je voyage. Alors, est-ce que vous avez rencontré l'amour à travers tout ça? J'ai été souvent amoureux. Je tombe facilement amoureux, et à chaque fois, comme si c'était la première fois et la dernière fois. Et j'aime beaucoup aimer. Et j'aime quand même, mais avec une passion. C'est-à-dire, j'aime beaucoup la relation à deux,
là où on oublie le monde autour de nous, on voyage, on fait l'amour, on ne pense à rien d'autre. Ça, j'aime beaucoup. C'est bien. Quel a été le meilleur moment de toute cette époque, c'est-à-dire donc sortez-moi de là, je suis une célébrité? En réalité, l'émission qui m'a marqué le plus, c'est plus que je suis une célébrité, sortez-moi de là, c'était une émission qui s'appelait Tout le monde en parle. Ouais. Et c'était le début de tout. J'étais personne, et d'un seul coup, je deviens quelqu'un grâce à un passage de 15 minutes dans une émission très regardée, très appréciée et très respectée. Ouais. Voilà. Quel a été le pire moment? Là, avec le recul, je garde vraiment que les meilleures choses et je n'ai pas de rancune, je n'ai pas de haine. Et par exemple, l'attentat avec une bombe artisanale qui fait exploser la Bentley de votre frère, ami et associé Walid, alors que dans votre magazine Paparazzi, vous allez publier des révélations sur l'enrichissement du fils de Viktor Yushchenko, le leader de la révolution orange. Ça doit être un mauvais souvenir quand même. En Ukraine, il y a eu une révolution orange très prometteuse qui parlait de la transparence, de la démocratie. Nous, on avait un magazine qui était le numéro 1 en Ukraine. On découvre que le fils de président transparent et démocratique et pro-occidental, d'un jour à l'autre, il a 180 millions de dollars sur son compte. Il a 19 ans, étudiant, il ne fait rien dans sa vie. Donc nous, on ne peut pas ne pas parler de ça. En essayant de parler de ça, on reçoit des appels de ministres de l'Intérieur et autres en disant « il ne faut pas sortir ce sujet, sinon vous allez le regretter ». Quand on a envoyé le sujet à l'imprimerie, la voiture, une nouvelle Bentley, dernier modèle, qui venait juste d'arriver la veille, le lendemain, elle a explosé. Et nous, on habite en face du président. Donc, on a tout de suite compris que c'était lui. Bon, déjà, il nous a menacés lui-même. Bien sûr, pour moi, c'était une double déception. La première, c'est toute l'attente de ce qu'il nous a promis. Et bien sûr, c'était une illusion. Et deuxième chose, c'est la peur, parce que ça a explosé en bas de chez nous. Le bruit était très impressionnant. La voiture, elle brûlait. Et donc, pour moi, c'était un moment très, très, très difficile, effectivement, dans ma vie, parce qu'on a pensé à laisser tomber l'Ukraine, à partir à l'étranger. Et pendant 5 ans, le président ukrainien m'a mené une guerre pas possible. Il voulait me vider mes comptes, arrêter mon business. Il n'a pas réussi. Et heureusement, il a perdu les élections et il est parti. Et maintenant, ça va? Maintenant, ça va, parce que le président qui est actuellement en Ukraine, c'est quelqu'un que j'ai aidé à l'époque de la Révolution orange. Je suis toujours resté fidèle à lui. Et là, quand il est revenu, il nous a remerciés avec mon frère. Il nomme mon frère, par décret présidentiel, président de la télévision nationale ukrainienne. Et puis moi, il me dit, qu'est-ce que vous voulez? Je lui dis, moi, tout ce que je veux, c'est vivre tranquillement, continuer ma vie et surtout libérer mes comptes bancaires parce qu'ils ont été bloqués pendant 5 ans. Vous êtes nostalgique aujourd'hui de cette époque, disons de la télé-réalité, de Tout le monde en parle, enfin à l'époque vous étiez sous le feu des projecteurs. En fait, les projecteurs m'ont brûlé, m'ont fait très très mal. J'ai compris, au départ, je me disais que le proverbe français « vivons cachés, vivons heureux » était ridicule, et puis si on a gagné de l'argent, il faut le montrer, Puis maintenant, je me suis francisé, disons, et j'essaye de me cacher pour vivre heureux, mais je ne regrette pas non plus ce que j'ai fait, parce que sinon, j'aurais resté toute ma vie le petit Libanais, comme m'appelait. C'est un petit Libanais, et puis c'est tout. Maintenant, je suis le grand Libanais, mais je reste quand même Libanais. Vous avez de la rancune pour quelqu'un? Oui. Pour mes anciens associés d'élite, qui avaient à l'époque fabriqué quand même des faux papiers de police pour me mettre en cause, pour me discréditer, ça laisse une amertume et c'était pas facile. Et Yushchenko, vous lui en voulez? Yushchenko, c'est un pauvre gars. Il a fait une opération de Botox parce que c'était un bel homme obsédé par les jeunes filles et tout ça. Ça a mal tourné. Alors il a fait semblant comme quoi il s'est fait empoisonner, que les Russes voulaient le tuer, etc. Mais c'était juste des piqûres de Botox qui n'étaient pas de bonne qualité. Donc il me fait plus de la peine qu'autre chose. Alors si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil, Omar? Déjà pour commencer à Élite, je crois que je n'aurais pas fait les révélations de l'époque. J'aurais pu peut-être rester à l'intérieur et essayer de régler les choses de l'intérieur, mais sans vraiment l'annoncer au grand public. Peut-être j'aurais pu réussir à emmener Élite dans une situation meilleure, parce qu'après mon départ, Élite a fait faillite et elle n'est plus la grande agence de mannequins. Deuxième chose, j'aurais peut-être pas embrasser Madame de Fontenay sur la bouche comme je l'ai fait une seule fois. Ça, oui. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe?
J'ai fait don de mes organes, donc je ne sais pas ce que je vais devenir après ma mort. Pourquoi vous écrivez pas sortez-moi de là, je suis une célébrité? Qui viendra déjà pour le lire? Personne ne viendra le lire. Merci, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Omar. Merci. Et maintenant, j'accueille Philippe Dana. Imaginez-vous, un dimanche matin, vous avez besoin urgent d'aller chercher un pot de confiture pour finir votre petit déjeuner. Seulement voilà, il n'y a pas la moindre trace de pot de confiture dans votre maison ou dans votre appartement et il faut donc aller dehors, dans le froid, pour s'en procurer un. Même problème chez les ours, simplement, les ours n'aiment pas trop la confiture, ils préfèrent, vous le savez, le miel. Tous les moyens vont être bons pour se procurer un pot de miel. Excusez-moi. Merci. Cuillère. Tout le monde en a parlé à retrouver Philippe Dana de bon matin en terrasse au cœur de la capitale. Elle est bien orientée et dès qu'il y a un rayon de soleil, le matin c'est idéal. Merci beaucoup. Et le verre d'eau, merci. J'adore ce quartier en fait. Le quartier de la Maison de la Radio, j'adore ça. C'est le 16e Sud. C'est moins Bourges que le Nord. Il est temps d'aller travailler, mais Philippe s'offre une dernière gourmandise. Et oui, la radio, c'est bien moins stressant que la télé. La radio, c'est cool parce qu'on peut arriver à... Voilà, je me suis rasé parce que je savais qu'on se voyait. Mais contrairement à la télé où il faut se maquiller, si on a fait la fête la veille, ça se voit. La radio, c'est plutôt plus cool, hein. Vous écoutez le Midi 2 en direct sur le Move. Nous parlons des blogs aujourd'hui, en particulier des blogs consacrés à la cuisine. C'est parti pour 2 heures de direct. Une émission toujours dans la bonne humeur et c'est justement ce que sa collaboratrice apprécie. Après, il faudrait que tu ailles dire du bien de moi. Oui, chef, tout ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui revendique le joyeux bordel. Mais derrière, il a une énorme bouteille, il a une expérience. Mais pour les gens qui n'ont jamais travaillé avec lui, c'est extrêmement déstabilisant. Bon d'accord, merci beaucoup. Dans 3 minutes, c'est Christophe Crenel. Il est 14h, mais la journée est loin d'être terminée. On va tourner une séquence qui sera destinée au site web dans lequel le maréchal Ganache, créé par Albert Algou, un personnage haut en couleur, va raconter ses mémoires. Après Philippe Dana, le journaliste, le voici metteur en scène, toujours détendu. Tu as pris là, juste quand tu te masses le... Ça, tu l'as vu? Quand il se... Voilà, juste ce petit détail. Vous faites un cauchemar? Mange-moi, ça me quoi? Mais c'est moi, c'est Morin. Et même un peu nostalgique d'ailleurs. C'est très esprit ancien Canal, un peu. Enfin, Canal, on dit. Canal historique. Je suis très intrigué de voir comment ça va rendre là, mais je pense qu'on est pas mal du tout. Pas le temps de traîner, Philippe Dana est très demandé. Place maintenant à l'acteur pour un tournage dans un lieu culte des nuits parisiennes. Exceptionnellement, je vais pas grincher, je vais tourner un clip de mon ami Louis Bertignac. J'ai l'un des plus gros rôles du clip. Je suis le barman. C'est très simple, il y a un rôle principal, c'est le barman. Il est tout sauf chiant. C'est un bon copain, fidèle. Bien, tu as bien parlé, viens ici. Donne la main, viens, donne-moi la main. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, viens, prends, mets dans la poche. Merci. Voilà, 50 €, c'est bien. Merci. Et avant de rentrer, Philippe va chercher quelques inspirations alléchantes pour le dîner auprès d'un ami. Ah, ben le voilà. Exactement en pleine action, toi. Ah, ça c'est bien. On aurait dit que c'est fait exprès. Exactement. Je sais. Je pensais pas dîner dès maintenant. C'est pas grave. Tiens, c'est pas dîner là. T'as vu comment ça booste? Et regarde la couleur. Bien fait. Vous savez bien qu'on trouverait un endroit sympa pour finir la journée. Regarde. Bon. Tiens, on file. Salut Stéphane. Bye, bisous. Merci de nous avoir accueillis. Mise en appétit, Philippe Dana rentre enfin chez lui avant une nouvelle journée marathon dès demain.
Et maintenant, la lumière se rallume sur Philippe Dana. Salut. Philippe Dana, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Alors, vous êtes né le 5 septembre 1959 à Boulogne-Billancourt et vous passerez votre enfance à Courbevoie. Père directeur commercial dans une société de bijouterie fantaisie. C'est vrai. C'est une tradition familiale? Pas du tout. Ah bon? Ça s'est fait comme ça. Alors, votre mère, femme au foyer? Exactement. Alors, votre premier souvenir de télévision, c'est les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune en direct. Vous avez 9 ans. Ouais, ça, c'est toute une génération qui a fonctionné comme ça. Je crois que c'était un événement tellement spectaculaire. Ouais. Ça se passait la nuit. Il me semble que c'était la nuit. Et qu'on était tous en train de vivre ce truc-là qui était assez dingo quand même. Ouais. Comme beaucoup d'animateurs de votre génération, vous avez commencé par les radios libres. Un soir, vous vous retrouvez dans une fête dans les locaux de Radio Ivre, à côté du Palace. En fait, j'avais un copain avec qui je jouais au tennis, justement à Courbevoie, qui me dit « Qu'est-ce que tu fais ce soir ?» Et rien. Eh bien, écoute, viens avec moi, je vais te montrer un truc vraiment étonnant. J'ai des copains qui ont monté une radio pirate. Et en fait, c'était une bande de... Vraiment, c'était un côté très libertaire, qui était le côté de cette fin des années 70. T'avais des mecs qui fumaient des pétards de partout. Et il y avait un émetteur dans la salle de bain. Et le studio dans le salon, et des gens qui passaient des disques, qui parlaient, c'était un peu tout et n'importe quoi. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, ok, c'est ce qui me plaît. C'est ça que je veux faire. Radio Yves qui après fusionnera avec Radio Nova. Avec Nova, ouais. Et d'ailleurs, je me rappelle que quand on était installés dans les locaux, dans l'immeuble du Palace, une fois qu'on avait fini nos émissions, c'était ça le grand kiff quand même. On avait 18-19 ans, on descendait même au privilège et on y croisait Gainsbourg, Mick Jagger, Ardisson, les gens de l'époque. À l'époque, vous faites quoi? Vous êtes à l'EFAP à ce moment-là? Non, à l'époque, je suis inscrit en fac de biologie à Jussieu. J'ai fait une demi-saison et on m'a demandé de disséquer une grenouille et je n'ai pas supporté, donc j'ai arrêté. L'année d'après, je me suis inscrit en anglais à Nanterre. Et en fait, je glandais pas mal. Et il y avait la radio en parallèle, donc en fait, j'avais déjà mon métier sur le tas. Après, je me suis inscrit à l'EFAP pour avoir un vague diplôme. Bon, l'EFAP, c'était rigolo. Alors, en octobre 1984, vous envoyez une lettre de candidature à la secrétaire de Pierre Lescure. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle trouve que la lettre est assez rigolote. Elle l'affiche dans son bureau. Pierre Lescure sort de son bureau. Il voit la lettre qui est affichée. Il dit, c'est qui ce con? Véronique, son assistante, dit, bah, c'est un petit jeune qui voudrait vous rencontrer. Et donc, j'ai eu rendez-vous comme ça. Engagé? Pas tout de suite. Ça a été un peu plus compliqué que ça. Ils m'ont sorti pas mal par la porte et j'ai réussi à rentrer par la fenêtre. Et donc, j'étais là au début. Alors, justement, quand vous faites vos débuts à Canal+, c'est avec Christophe de Chavannes, Alain Chabat, enfin, c'était quand même... Alain Chabat, c'était le monsieur météo du soir. Moi, j'avais été embauché pour faire la météo le matin dans l'émission qui était l'émission matinale qu'animait Michel Denisot. Et on avait besoin d'un type pour nous remplacer le week-end. Et il y avait Christophe qui faisait une rubrique de gadgets un peu analogue à celle que fera plus tard Bonaldi. Et on est allé voir nos patrons, en l'occurrence les patrons de la rédac, Jean-Louis Burgat et Éric Gilbert. On dit voilà, il y a Christophe qui pourrait nous remplacer le week-end. Et donc, entre novembre 84 et juin 85, les trois monsieur météo, c'était Chabat, De Chavannes et moi. Il y a une photo où on est dans Téléstar, sur les toits de Météo France. C'est assez rigolo. Alors, donc, vous commencez en Monsieur Météo, et à partir de là, vous allez multiplier les expériences de journaliste, d'animateur, de producteur. Vous faites Dimanche en famille. Ouais, avec Valérie Payet. Ouais. Vous faites la journée de la télé ou les... Nous faisons appel aux sociétés de production pour... on donne le même budget à chaque société de production, on fixe un thème. Alors, le premier thème, la première année, c'était la télé. C'est toujours autour de la télé. La télé de demain, la télé et le pouvoir. Et on reçoit des tonnes de projets, on en sélectionne 20, tous financés à part égale, et on les diffuse tous le même jour. Alors, vous êtes aussi envoyé à la Mostra de Venise, au Golden Globes, au Festival de Cannes. Enfin, vous êtes un peu le couteau suisse de la chaîne à ce moment-là, non? Je suis une sorte de couteau suisse. Au Festival de Cannes, j'ai été très vite choisi pour faire la voix off de la cérémonie de clôture. Et en parallèle, j'ai été choisi pour faire la voix off de la cérémonie des Césars. Et couteau suisse, à quoi sert un couteau suisse? À tout. Eh ben justement. Vous faites aussi la fameuse voix off pour les nuls l'émission. Oui. Alain Chabat me croise dans le coup. Parce qu'en fait, c'était comme ça à Canal à l'époque. Les locaux sont petits et en fait, on se croise facilement. Et il me dit, qu'est-ce que tu pourrais nous filer un coup de main? On a besoin d'une voix off demain soir pour la première. Tu fais la première, tu vas pas leur dire non pour la deuxième. Donc, tu fais la deuxième, puis après, tu es là tout le temps. Et alors, il y a un truc qui était marrant sur les nuls de l'émission quand même. Il y a un film qui a eu beaucoup de succès au cours de l'année écoulée, c'est The Artist. Dans le générique de Les nuls de l'émission, il y a un type avec un blouson
qui circule dans les couloirs. Qui est ce type? C'est Michel Hazanavicius. Ah ouais, qui était déjà là et... Qui était pareil, qui était là et qui, bien plus tard, fera The Artist. Bravo. Et votre émission la plus célèbre restera Sa Cartoon, que vous présentez avec des toons. Alors en fait, Canal+ avait acheté un stock de dessins animés à la Warner. Il les avait programmés pendant l'été 85. Et la chaîne avait remarqué des pics d'audience. Un énorme pic d'audience, chaque fois qu'il passait, juste avant 20h. Et donc là, alors en 2 mots, en fait, Alain de Greff, le patron des programmes, me demande de faire le pilote d'un jeu. Ce jeu, c'est Star Quiz. Je fais le pilote. Pierre Lescure m'appelle dans son bureau. Il me dit, c'est bon, on a choisi, tu vas animer Star Quiz. Très bien, ok. Je redescends à mon bureau. Quelques heures plus tard, le téléphone ressonne. Pierre Lescure me reçoit à nouveau. Il me dit, non, écoute, on a réfléchi finalement. Non, Star Quiz, ce ne sera pas toi, ce sera Philippe Risoli. Et toi, en revanche, on a pensé à un truc que Chabat devait faire, mais il a une autre idée, c'était les nuls. Donc tu vas faire avec les dessins animés, une sorte de cartoon jockey, tu feras le lien entre les différents programmes. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. Et à 1 heure de grande écoute en plus. C'était en contre-programmation, comme on dit dans nos métiers, à 19h30 le dimanche, face à 7 sur 7. Et en fait, ça a fait un carton d'audience. Un gros carton. Tout le temps. Alors comme vous ne connaissez pas grand-chose de dessin animé, mais vous êtes assez cultivé, vous improvisez autour des événements qui ont fait l'Amérique, la Grande Dépression, la guerre de Corée, enfin heureusement. C'est-à-dire qu'il y avait quand même, dans les cartoons américains, il y a une dimension cinématographique. C'est-à-dire que les mecs qui ont fait ces cartoons, ils côtoyaient les grands noms d'Hollywood des années 50, 60. Et par ailleurs, un mec comme Frank Tashlin, qui a réalisé les premiers Bugs Bunny, ensuite il a fait La Blonde et moi avec Jane Mansfield, et il a fait les films de Jerry Lewis. Donc tu vois qu'il y avait quand même une passerelle, et donc il y avait des références dans les cartoons à l'actualité de l'époque, donc c'était facile pour moi, et aux personnages de l'époque. C'était un peu les guignols de l'époque, en quelque sorte. Tout à fait. Alors en plus, le public de l'émission se renouvelle en permanence. C'est ce que m'avait expliqué De Greff, parce qu'un jour, au bout de la 3e année, je lui ai dit, écoute, tu sais, on passe un peu maintenant toujours les mêmes dessins animés, on les met dans un autre ordre, mais il m'a dit, c'est pas grave du tout. Chaque année, il y a un nouveau public qui arrive. Et c'est très malin. L'émission va durer 23 ans. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Je crois que c'est le record, non? Non, tu as les chiffres et les lettres. Ah, oui, c'est vrai. C'est tout, c'est juste. Et le jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur qui, lui aussi, voit son public se renouveler chaque année. Oui, mais il diminue quand même. Alors, évidemment, donc là, c'est la célébrité. C'est une émission qui marche très très bien sur une chaîne qui est extrêmement cotée. Quelles ont été les réactions de votre entourage, Philippe? Dans ma famille, on est assez fantaisiste. Donc en fait, rien n'a beaucoup d'importance, et donc ça non plus. Si tu veux, moi, je voyais bien qu'il y avait du monde qui voyait l'émission. Je voyais bien que... Si tu veux, la célébrité, c'est pas un métier. Donc moi, je faisais mon job. Après, que ça ait des conséquences et qu'on te reconnaisse et que ce soit d'un seul coup que ça c'est devenu culte avec le temps, parce que ça a duré longtemps. Après, non, mon entourage était relativement... Les parents étaient contents de vous voir faire ça? Ouais, assez contents, mais en même temps, c'était pas l'euphorie. Hein. Oui, voilà. Oui. Les relations avec les médias, c'était comment? Quand on est à Canal, à cette époque-là, c'est pas difficile, parce qu'on a vraiment la carte. Les années 80, 90, Canal+ à la carte. Ça tourne à un moment donné, mais je sais exactement quand, et d'un seul coup, on commence à nous parler plus tout à fait de la même façon. Je l'ai vu dans des dîners où les gens étaient... ça avait moins la carte. L'argent, vous en avez gagné? J'étais salarié, comme un salarié lambda, avec un très bon salaire, certes, mais j'ai jamais fait fortune, et tant mieux. L'amour, ça a dû vous rapporter des conquêtes, tout ça, non? Oui, un peu, pas plus que ça. Oh, regarde cette question coquine. Il va réussir à me faire rougir. Non, mais j'ai rencontré des femmes que j'ai fini par épouser, d'ailleurs. Ah oui, ben voilà, après c'est réglé. Quel a été le meilleur moment de toute cette époque? Le tout début, parce qu'on s'est vraiment marré. Si tu veux, réunis là, dans un espace-temps unique, ça ressemblait à ce qui arrive dans les médias de façon très épisodique, ce qui s'est passé avec le Libé de Serge July, tout à fait. Ce qui s'est passé avec le Actuel de Jean-François Bizot. Oui, tout à fait. Il y avait le Canal d'André Rousselet et Pierre Lescure, 84, 94. Au début, c'était vraiment une histoire de potes, et vers la fin, c'était un peu les Borgia, quand même. Avec de la drogue, en plus. Oh là, oui. Pas pour vous, mais... Non, pas pour moi, non, c'est pas mon style. Non, je vois bien. Le pire moment, ça a été quoi? C'est la période de Jean-Marie Messier. Le moment de la World Company, le moment de la fusion Vivendi Universal Seagram,
le moment où tous les gens que tu as connus qui étaient à peu près normaux, il y a quelque chose qui déconne quand même pas mal. Tous les repères sont perdus, tu sens bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se désintégrer, mais à ton niveau, tu n'as pas de prise on peut rien sur y le faire, truc. bien sûr. Alors, vous quittez Canal, pourquoi? Moi, j'ai failli partir en 2000, comme beaucoup. Et Xavier Couture, notre éphémère président, juste après Pierre Lescure, me dit « Mais non, on a besoin de toi, t'es journaliste, tu pourrais aller à iTélé ». Et donc, je me suis retrouvé à iTélé, la chaîne d'info, où c'était très très bien les premières années, j'étais vraiment heureux. Et puis vers la fin, c'était moins bien. Et puis un jour, ils m'ont envoyé sur les obsèques de Claude Berry, ça je me souviens, au cimetière à Bagneux, recueillir les réactions, tu sais, comme le reporter de base alors. Je me suis dit, je vais quand même pas, non, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Je suis allé voir Bertrand Méheux, je siégeais au conseil de surveillance de Canal, donc j'avais de bons rapports avec le président, les salariés. Et je vois Bertrand, je lui dis, écoutez, moi je m'ennuie, donc soit vous me trouvez un truc qui m'intéresse dans le groupe, soit je quitterai le groupe. Il m'a dit, allez donc voir ailleurs. Mais très gentil, non mais tout ça je garde de très bons rapports avec lui, avec Rodolphe Belmer, et je suis pas parti ni fâché, et je pense que j'ai bien fait. Vraiment, c'était un bon déclic. J'étais très heureux de partir. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes nostalgique de l'époque Canal, Lescure, de Greff? Non, j'aime bien voir Alain de Greff. On dîne ensemble une fois tous les 6-8 mois quand il passe par Paris, parce qu'en général, il est plutôt dans sa campagne, dans le Luberon. Mais nostalgie, non. La nostalgie, c'est pas du tout dans mon état d'esprit. Alors, si c'était à refaire votre vie, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Non, mais j'ai quand même eu du bol, non? Franchement, quand tu regardes le truc, je me suis retrouvé à 20 ans dans les radios pirates, à 24 ans à Canal+, jusqu'à la cinquantaine arrivée. Non, je pense que je garde tout pareil. Tout pareil. Non, éventuellement, je demande une augmentation au passage. Et le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe, Philippe? Je sais pas, sa cartombe. Sa cartombe, c'est bien. C'est très bien. Merci, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci. Merci Thierry. C'était Tout le monde en a parlé. Amis du parking, bonsoir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.